Alors bonjour, je m'appelle Mathieu Bernière, je suis enseignant dans la région de Québec depuis 2004 et je suis délégué syndical depuis à peu près aussi longtemps, 2005-2006 peut-être, et en tant que délégué principal de mon école depuis 2017. La principale raison, je pense, pourquoi des enseignants s'impliquent dans leur syndicat, en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti et c'est ce qui était ressorti à un moment donné de différents échanges, c'est un souci de combattre les injustices, de vouloir aider ses collègues, de vouloir améliorer le sort de chacun. Je pense que ça part essentiellement de là. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à m'impliquer dans le syndicat, ce que je voyais autour de moi, quand je suis arrivé à mon école, puis d'ailleurs, je suis pas mal dans la même école depuis 20 ans. C'est important, on pourra y revenir tout à l'heure, là. Mais quand j'ai commencé à m'impliquer, je voyais beaucoup de gens qui critiquaient le syndicalisme, hein, qui critiquaient le syndicat. Et moi, ma première réaction a été de dire, ben, c'est notre mouvement à nous. C'est un véhicule. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un véhicule qui nous appartenait. Fait que si on n'était pas content de la décision qu'il prenait, il fallait s'impliquer à l'interne pour faire changer cette direction-là, parce que j'avais du mal avec les gens qui se contentaient de critiquer, mais sans jamais participer, sans jamais critiquer aux bonnes personnes. Donc, tu changeras jamais rien, finalement, si tu es toujours en train de parler à gauche, à droite, en messe basse, sur l'heure du dîner. Alors, si tu veux changer quelque chose, ben, il faut que tu t'impliques. Euh, c'est sûr que la fonction de délégué, c'est une fonction de représentant. Donc, tu es élu. C'est habituellement ce qui se passe, c'est que dans une école, selon la convention locale, c'est généralement un délégué pour 30 personnes dans une école, pour 30 personnes complètes. Et le délégué, moi, ce que j'aime de cette fonction-là particulièrement, c'est qu'il est d'office représentant sur le CPE de l'école, dans le comité de participation de l'école, qui est, on pourrait dire, une espèce de petit conseil d'administration de l'école. Et ça, c'est un pouvoir vraiment important, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de métiers, là, à ma connaissance, qui ont au sein de l'organisation une table où les employés peuvent être représentés et avoir droit de parole pour tenter d'influencer la décision de l'employeur, même si c'est toujours l'employeur qui a le dernier mot. Donc, le rôle du délégué principal, le premier, j'ai envie de dire, c'est celui d'une double représentation. Donc, le délégué est élu par ses collègues, il les représente. Il les représente où? Il les représente sur le CPE, comme j'ai dit tout à l'heure. Il les représente aussi devant la direction lorsque c'est nécessaire. Moi, personnellement, face à la direction, il m'arrive de lui demander des rendez-vous pour parler avec elle pendant 15 minutes, 20 minutes, des fois 1 heure, des fois... Moi, j'ai une bonne relation avec ma direction, donc on peut assez prendre le temps de parler longuement de certaines situations et elle est assez réceptive. Et je fais ça toujours en prévention, c'est-à-dire que je l'informe de quel est, si on veut, le sentiment, l'état de la situation dans la salle des profs où elle ne met à peu près jamais les pieds. Donc, à titre préventif, je lui dis des fois, écoute, tu devrais faire attention parce que il y a du mécontentement en bas et si ça continue dans cette direction-là, ça se peut que... Fait que j'aime beaucoup jouer ce rôle-là presque de médiateur avec la direction. Et lorsque c'est nécessaire, je vais aller, par exemple, chercher un mandat. Lorsqu'on est dans des situations beaucoup plus graves, le délégué, pour avoir toute sa crédibilité face à la direction, si ce sont des enjeux vraiment graves, il va aller chercher un mandat auprès de l'ensemble de ses collègues. Ça peut être une réunion syndicale avec des mains levées, un vote, et là, j'ai un mandat de 90% de mes collègues pour aller rencontrer la direction ou pour exiger, revendiquer telle chose. On peut le faire aussi aujourd'hui, on le fait beaucoup par sondage, par Internet, là. Et donc, il y a ce mandat-là qui nous donne beaucoup de pouvoir. Alors, parce que c'est très fort de dire à la direction, moi j'ai 80-98% de mes profs qui m'appuient. Mais pour arriver à avoir un mandat de 80-98% pour se sentir solide face à la direction et légitimer de faire des requêtes, il faut, je dirais, bien sentir son école. Et c'est là, je disais tout à l'heure, moi ça fait 20 ans que je suis dans la même école. Ce qui veut dire que je connais mon équipe et mon équipe me connaît. Et ça a pris longtemps, puis j'ai grandi avec eux, ils m'ont vu faire des erreurs,
erreurs, ils m'ont vu dans mon idéal, ils m'ont vu devenir plus pragmatique, ils m'ont vu être plus nuancé. Et j'ai une école où les profs ont davantage tendance à vouloir une collaboration. J'ai pas une école hyper syndicaliste, revendicatrice, comme on connaissait là, à une certaine époque. J'ai une école que si j'étais trop revendicateur, trop agressif dans ma manière de représenter syndicalement, ils ne me suivraient pas. Il y a des écoles où c'est comme ça. Donc, ça dépend beaucoup de la personnalité du délégué. Et puis, des fois, le délégué, il se fait tasser parce que les enseignants ne sont pas à l'aise avec son style. Moi, j'ai pris le temps de bien lire où se situaient mes collègues et j'ai compris qu'on voulait beaucoup un syndicalisme de collaboration. Ce qui fait que lorsque je me fâche, jour le jour, j'ai mes cours, je rencontre des élèves, j'ai des responsabilités d'enseignant, donc il faut que je les comble. Et les périodes libres que j'ai, où des fois je pourrais même retourner à la maison, j'ai tendance à rester à l'école. Donc, ce que je fais, c'est que je passe toujours par mon bureau, parce que moi j'ai ma classe à l'autre bout de l'école, mais je me fais toujours un devoir de passer par mon bureau, puis de m'arrêter. Et là, j'ai mes 2 co-délégués dont les bureaux sont à côté des miens. Et là, c'est sûr et certain que s'il y a un enjeu, il y a quelqu'un qui va m'accrocher. C'est sûr et sûr. Fait que je fais exprès de passer par la salle des profs parce que je sais que s'il y a quelque chose, j'ai mes antennes, j'ai mes co-délégués qui vont me le dire. Et là, ça va me donner des informations. Fait que ça, c'est sûr. Si effectivement, on me rapporte une situation problématique avec un enseignant, je vais essayer... là, mes collègues sont vraiment bons. Là. J'ai des co-délégués particulièrement bons cette année qui sont capables de le faire un peu plus. Mais je vais aller voir le prof concerné. Je prends vraiment le temps dans la journée ou le lendemain, ou en tout cas dans la semaine, d'essayer d'aller voir cette personne-là, de lui demander de me faire un petit topo là, en 5 minutes de ce qui s'est passé et de lui dire, c'est super important, envoie-moi un courriel qui résume les événements parce que les écrits sont super importants. Donc, et ça fait partie des avertissements que je donne à mes collègues aussi. Si vous arrive quelque chose, si vous sentez que vous avez été injustement traité, il faut absolument garder des traces écrites de ça. Ça a valeur légale. Si jamais c'est un témoignage contre un autre, il faut... Donc, c'est la première chose que je leur dis. Envoie-moi un courriel de ce qui s'est passé, un résumé, mais quand même assez détaillé. Et je vais voir à partir de là ce que je vais faire. Et là, vous comprenez que si j'ai plusieurs collègues qui ont vécu la même situation, ça me fait plusieurs informations que je recroise pour vérifier, c'est quoi la teneur de... Quand je dois accompagner un enseignant, parce que c'est souvent ça le travail d'un délégué, j'ai un collègue qui doit aller rencontrer la direction, puis là, il veut que je l'accompagne. J'ai beaucoup de collègues qui veulent que je les accompagne pour éviter qu'ils se mettent dans le trouble. Ça, c'est pour les aider à faire attention à ce qu'ils vont dire devant la direction, parce que des fois, ils sont très fâchés. Fait que moi, je suis là, puis je fais juste écouter. J'ai déjà eu une collègue il y a longtemps qui m'avait dit, qui était très, très en conflit avec la direction, qui me disait « Hey, Mathieu, elle me prenait par la manche, tu vas me défendre, hein, tu vas me défendre. » Non. Et étonnamment, comme délégué, je suis pas là pour défendre mes collègues. Je suis là pour être témoin. Alors, lorsque mon collègue est calé dans le bureau de la direction, le délégué, mon collègue a le droit de me demander d'être là. Et là, j'ai mon calepin et je prends des notes et je suis témoin. Si ça s'envenime, je peux intervenir pour dire de part et d'autre, on se calme. Je peux dire à la direction, je dis là, ça marchera pas, on va se lever. On va partir, on reviendra quand ce sera le temps, quand nous serons dans de meilleures dispositions, parce que là, ça mène nulle part, le ton monte, c'est pas constructif, on va se fâcher. Fait que je sers de médiateur finalement et je prends des notes. Surtout, plus le sujet est délicat, plus je prends des notes, parce que si jamais la direction fait un faux pas, je veux l'avoir pris en note. Mais ce n'est pas mon travail de juger de la culpabilité de mon collègue. Ah, le syndicat défend des incompétents. Le syndicat, c'est ton avocat. Tu payes une cotisation et tu as le droit à une légitime défense. Te rendre coupable, faire la démonstration de ta faute professionnelle, c'est le travail de la direction. Et le but du syndicat, c'est d'empêcher l'arbitraire, qu'une direction t'accuse parce qu'elle t'aime pas la tronche et qu'elle te mette dans le trouble parce que finalement, elle a une dent contre toi. Ce qui arrive quand même plus souvent qu'on pense, même si ça arrive pas aussi souvent qu'à une autre époque. Donc, le délégué syndical doit s'assurer que le collègue que ses droits soient respectés, qu'il soit entendu, qu'il ne soit pas accusé à tort et à travers, qu'il soit respecté même si au final, il est bel et bien fautif. Il a le droit, entre guillemets, à son avocat de la défense. Moi, je prends des notes.
Et si la situation va plus loin, ce qui arrive pas trop souvent, si la situation va plus loin, je passe mes notes et je témoigne auprès du conseiller syndical ou de l'exécutif syndical, bref, des ressources qu'on a à un autre niveau pour dire, ben voici, il y a eu une rencontre entre tel collègue et la direction, ça s'est passé comme ça, tels propos ont été dits, etc., etc., etc. Maintenant, moi, j'ai pas étudié en relations de travail, je ne peux pas, moi, prétendre protéger contre vents et marées un collègue que je sais pas, au fond, si les faits qu'on lui reproche sont là. Ça arrive souvent, par exemple, que pour des trucs plus mineurs, que je dise à un collègue, écoute, t'en fais pas avec ça, elle va te rencontrer. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, 2-3 semaines, un enseignant d'expérience a été convoqué dans le bureau de la direction adjointe. Il a demandé à ce que je sois là. On arrive là, il y a la direction adjointe, il y a la direction principale. Lui, il y a un prof un peu bourru qui a beaucoup de caractère. Et il était sur la défensive. Mais au fond, dans cette rencontre qui a duré une demi-heure, la direction adjointe a passé plus de temps à s'excuser que lui. C'était simplement pour régler un malentendu puis s'assurer que tout aille bien dans l'avenir. Fait qu'au fond, on a souri puis ça s'est super bien passé. Mais mon collègue, qui est peut-être parmi les plus vieux de l'école, avait encore cette idée-là qu'il allait se faire un peu ramasser par la direction. T'sais, il était vraiment sur la défensive. Alors que moi, connaissant la direction, je savais qu'au fond, on était plus dans un mode reconstruction. Fait que je servais de médiateur. Puis, évidemment, des fois, je parlais un peu pour lui parce qu'il était un peu bourru, puis je voulais éviter qu'il se mette dans le trouble. Alors qu'au fond, ça se passait super bien. D'ailleurs, les directions d'école ne sont pas tenues d'accepter que le délégué soit systématiquement là. Le prof a le droit d'avoir son délégué en cas de mesures disciplinaires. Ça, c'est impératif. Là. La direction ne peut pas refuser la présence du délégué si c'est pour un enjeu aussi sérieux. Mais tout le reste du temps, quand une direction demande à parler à un prof, c'est souvent pour aller à la pêche, pour chercher des informations, pour essayer de comprendre des affaires. Et puis là, le prof qui s'inquiète un peu, parce que les profs sont généralement très anxieux, je crois que c'est parce que les profs savent qu'il est très difficile de faire leur travail de manière parfaite dans les circonstances dans lesquelles on les implique. Donc, tous les enseignants ont à un moment donné ou à un autre l'impression d'être reprochables d'une erreur, d'un manque de jugement dans le feu de l'action. Donc, ils sont facilement inquiets de ce qu'ils pourraient avoir fait de mal parce qu'ils s'en souviennent pas. Et là, ils demandent à ce que je sois là. Et puis la direction pourrait refuser. Mais la direction accepte toujours parce que, puis elle me l'a déjà dit, ma direction apprécie que je sois là pour justement servir de médiateur puis calmer le jeu un petit peu, là. Le principal enjeu actuellement là, dans le système scolaire québécois, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, je parlais de surpopulation, de manque de ressources, mais j'aurais envie de dire que c'est un enjeu d'équité et de justice sociale par rapport à l'éducation pour tous les élèves du Québec. Fait qu'on parle beaucoup ces temps-ci de l'école à 3 vitesses. J'avais même écrit il y a une dizaine d'années, 12 ans, des textes dans différents journaux là-dessus. Donc, le système à 3 vitesses, c'est évident que ça favorise un élitisme et en fonction de l'argent et en fonction des résultats, etc., etc. Fait que ça, déjà, il n'y a pas d'équité raisonnable dans un système à 3 vitesses comme celui dans lequel on est. Manifestement, il y a des élèves, il y a des parents qui, en voulant le mieux pour leurs enfants, ont l'impression de les sauver de l'école publique. J'avais écrit un texte à un moment donné qui s'appelait « Sauve qui peut ». Donc ça, déjà, c'est flagrant. Si les parents veulent se sauver, quitte à s'endetter pour sortir leurs enfants de l'école publique, là, il y a un enjeu. La deuxième vitesse, évidemment, les programmes particuliers. Si une famille veut sortir son enfant de la classe régulière en espérant que dans un programme régulier, il sera entouré de meilleurs élèves et qu'il aura un meilleur environnement et qu'il fera une activité qui le motivera comme un sport ou un art ou de l'informatique ou qu'importe, là, il y a un autre écramage qui se fait. Moi, j'ai rien contre les programmes particuliers lorsqu'ils ne sont pas sélectifs, déjà. Parce que si le but, c'est vraiment de motiver les élèves en faisant du soccer, idéalement, il faudrait l'offrir à tout le monde en s'assurant, bien sûr, qu'il soit capable de réussir malgré qu'on lui enlève des fois un cours de français ou un cours d'univers social pour pouvoir faire son sport. Bon, ça, c'est sûr qu'il faut s'assurer qu'il soit de niveau. Mais là où je vois un problème d'équité, c'est que
en ayant coupé toutes les ressources qu'on a coupées ces dernières années, puis moi je me souviens, là, quand j'ai commencé à enseigner, là, les différents gouvernements libéraux successifs avaient déjà fait des ravages. Les 8 ans de la CAQ, à mon avis, en ont fait davantage, malgré qu'ils prétendent d'avoir investi de l'argent. Moi, ce que je vois qui ressort actuellement là, du système d'éducation, c'est que tous les élèves n'ont pas l'éducation, l'instruction auxquelles ils ont droit, ce qui amène, avec la gestion axée sur les résultats, je pense, à un certain nivellement par le bas. Et ça m'inquiète fondamentalement, parce que les gouvernements successifs ont toujours refusé de s'attaquer aux véritables enjeux, par exemple en organisant des États généraux. Donc, on patche des affaires. L'ancien ministre d'éducation, Drainville, était un exemple là-dedans. On amène plein de lois pour renforcer le contrôle du travail des enseignants, mais en aucun cas on s'attaque à cette espèce de justice sociale que devrait être l'éducation, hein, qui doit être une échelle sociale. Hein. Le but de l'éducation, c'est de permettre à chaque élève, peu importe le milieu socio-économique d'où il vient, de pouvoir prétendre à l'épanouissement à travers l'instruction, à travers l'éducation. Et ça, j'ai vraiment pas l'impression qu'on y arrive autant que possible. Si on y arrive un tant soit peu, c'est parce que beaucoup d'enseignants se dévouent et, hélas, s'épuisent à la tâche et finissent par quitter. Donc, je pense que toutes ces conditions-là, au final, font que les élèves, les enfants à travers la province n'ont pas une certaine équité dans leur instruction publique. Puis on pourrait toujours parler à la base, il y a toujours eu des quartiers pauvres et des quartiers riches. Fait que déjà, à la base, il y a toujours eu cette espèce d'inéquité-là. Mais là, depuis les années 90, ça s'est incroyablement amplifié. Et ça ne changera pas tant qu'on aura au gouvernement des députés qui proviennent du privé et qui envoient leurs enfants au privé. Donc, on a un système qui est profondément inégalitaire et qui s'éloigne de plus en plus, si c'est possible, de l'esprit, de l'idéal d'éducation qu'on avait amené dans les années 60. C'est très, très inquiétant. Il faut ménager, il faut choisir ses combats. Il faut savoir ménager ses efforts, une manière de dire ménager sa santé, parce que une année d'enseignement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il faut toujours penser que il faut que tu te rendes jusqu'aux fêtes, il faut que tu te rendes jusqu'à la relâche, il faut que tu te rendes jusqu'à Pâques, et ensuite c'est une ligne droite avec le retour du beau temps. Il faut que tu penses à l'année, parce que au final, le projet que tu fais, il faut que tu te poses la question, là, le super projet, super tripant que tu fais, combien de points, tu sais, le rapport qualité-prix, là, combien de points vaudra-t-il vraiment? Combien d'énergie les élèves vont mettre dessus pour la quantité de points que ça rapportera et pour le jugement professionnel que ça te permettra d'avoir? Bref, le conseil que je donnerais à des profs qui s'embarquent, ça serait de ne pas sous-estimer la charge de travail qu'ils vont avoir sur du long terme et de se prévoir du temps pour s'acclimater, pour s'adapter au milieu, pour s'adapter aux collègues, pour s'adapter aux enseignants, pour s'adapter aux parents. Et ça, c'est bizarre à dire, mais c'est du temps qui n'est pas nécessairement compté. L'élève qui vient te voir à la fin du cours pour te parler, parce qu'il est tanné, parce qu'il est fâché ou parce qu'il a besoin d'une oreille, il n'est pas calculé dans ton temps de travail. Mais tu vas quand même l'écouter, cet élève-là. Ce matin, j'ai passé la matinée à écouter des élèves qui sont venus me partager leurs préoccupations de vie de couple. Mais j'avais pas le goût de leur fermer la porte au nez, là. Donc, le travail que j'avais prévu faire, je l'ai déplacé. On pourrait me reprocher, Mathieu, tu n'étais pas payé pour faire ça. Oui, mais j'ai 2 élèves là, qui me font confiance, avec lesquels je peux créer un lien, puis ils viennent me voir. Moi, là, le calcul, il se fait pas. Là. J'ai 2 élèves qui me témoignent leur confiance, qui viennent me demander conseil par rapport à leur vie de couple. En toute réserve, je ne suis pas psychologue, mais c'est certain que je déplace du temps. Mais c'est peut-être ce qui fait aussi que les élèves m'apprécient. Fait que tout ce temps-là, à l'année, ce relationnel-là, tout ce qui est imprévisible, tout ce qui est, par exemple, charge de correction qui ne se déroule pas toujours comme prévu, j'aurais pas dû poser telle question, elle a été mal comprise, il faut que je m'ajuste. Tout ça, il faut comme le prévoir dans ton année, parce que si tu prends de trop grosses bouchées au début de l'année, tu vas te brûler. Et donc, surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut prévoir une grande partie de son temps pour gérer des situations relationnelles avec les élèves pour différentes raisons, là, mais il faut se garder un bon buffer, je dirais, pour ça. Et donc, c'est bizarre à dire, mais il faut mettre la pédale douce, là.